Un vendredi soir, ma femme m'a annoncé qu'elle me quittait pour mon associé. Le lendemain, à 7 heures du matin, on a sonné à la porte. C'était le père de mon associé. Il est entré sans y être invité, s'est assis dans le salon, et a posé une enveloppe sur la table. Mon fils m'a fait la même chose, a-t-il dit. Voici tout ce dont vous avez besoin pour le faire tomber. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Le samedi matin, en me réveillant, la première chose que j'ai remarquée fut le silence. Pas le silence apaisant d'un jour de congé, mais ce silence si particulier, celui qui occupe les moindres recoins d'une maison, quand quelque chose qui a toujours été là, n'y est plus. Sans le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain de Sonia, sans l'odeur du café qui, pendant 22 ans, avait été le premier signe que la journée commençait. Juste l'air immobile d'une maison, qui, la veille au soir, avait cessé d'être ce que je croyais qu'elle était. Je suis resté allongé à regarder le plafond pendant quelques minutes, je ne saurais dire combien. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la salle de bain sans allumer la lumière du couloir. Et là, par terre, à côté de la douche, il y avait une de ses chaussettes, une chaussette bleue, comme celle qu'elle portait en hiver. Laissée là, comme on laisse les choses derrière soi, quand on part à la hâte, ou quand on part sans aucune intention de revenir les chercher. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ce qui suit ce moment, vous ne voudrez pas le manquer. La veille, un vendredi, Sonia m'a annoncé qu'elle partait. Elle me l'a dit dans le couloir de notre maison, avec la voix de quelqu'un qui avait répété cette phrase depuis longtemps, et qui avait finalement décidé de la prononcer. Sans cri, sans larmes, avec une sérénité qui s'est avérée bien plus difficile à encaisser, que n'importe quelle scène que j'aurais pu imaginer. Elle m'a dit qu'elle partait avec Ricardo. Ricardo Castellano Ortega, mon associé. L'homme avec qui j'avais passé 9 ans, à bâtir un cabinet d'audit et de conseil fiscal à Madrid. L'homme qui s'était assis en face de moi, lors des réunions avec les clients, lors des déjeuners d'affaires, et lors des dîners annuels où nous trinquions aux projets à venir. L'homme que j'avais présenté à mes amis, à ma sœur Pilar, et aux quelques connaissances qu'il nous restait, de l'époque où Sonia et moi étions de jeunes mariés. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je suis resté debout dans le couloir, pendant qu'elle prenait une valise qu'elle avait déjà préparée. Une valise qui était dans la chambre depuis qui sait quand, sans que je ne l'aie vue, ou sans que je n'ai voulu la voir, ce qui n'est pas la même chose, mais qui parfois, y ressemble étrangement. J'ai entendu le bruit de la porte qui se fermait. J'ai entendu l'ascenseur, puis, plus rien. Je me suis assis sur le canapé, et j'y suis resté jusqu'à 2 heures du matin. Sans allumer la télévision, sans téléphone, sans rien faire d'autre que d'essayer de mettre de l'ordre, dans quelque chose qui n'en avait aucun. À 53 ans, avec 22 ans de mariage derrière moi et une entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains, je me retrouvais assis, seul, dans mon propre salon, essayant de comprendre comment 2 trahisons pouvaient arriver en même temps, avec le même visage. J'ai mal dormi, j'ai peu dormi. À 6h30, j'étais déjà réveillé, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter le silence de la maison, comme si elle allait me dire quelque chose qu'elle ne m'avait pas encore dit. Je me suis fait un café pour une personne, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je l'ai bu debout, dans la cuisine, en regardant par la fenêtre le bout de rue visible depuis le 5e étage. Madrid, un samedi matin, a un calme particulier. Ce calme d'une ville qui respire différemment, quand les gens ne sont pas pressés. J'avais 53 ans, une tasse de café à la main, et le sentiment que le sol sous mes pieds n'était plus tout à fait stable. À 7 heures précises, l'interphone a sonné. La première chose que j'ai pensé, c'est que c'était Sonia. Qu'elle était revenue, qu'elle avait reconsidéré sa décision, ou qu'elle avait oublié quelque chose. N'importe quoi qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un sonnait à ma porte, un samedi, à cette heure-là. Je suis allé à l'interphone, et j'ai demandé qui c'était. La voix qui a répondu n'était pas celle de Sonia. Je suis Ernesto Castellano, le père de Ricardo. Je sais qu'il est très tôt, et je m'en excuse, mais j'ai besoin de vous parler. C'est important. Je suis resté silencieux un instant. Ernesto Castellano Vega, 78 ans. Un homme que j'avais vu 3 ou 4 fois, au cours des 9 années d'association avec son fils. Toujours lors d'événements précis, toujours avec cette distance polie, de quelqu'un qui préfère ne pas se mêler des affaires des autres. Un homme qui n'était jamais venu chez moi, qui ne m'avait jamais appelé, qui, en aucune des fois où je l'avais vu, ne m'avait donné la moindre raison de penser qu'il se présenterait un jour à ma porte, un samedi,
à 7 heures du matin. J'ai ouvert la porte principale, sans rien dire de plus. Quand il est arrivé sur le palier du 5e étage, je l'ai vu à travers le judas avant d'ouvrir. C'était un homme âgé, de ceux qui portent leur âge avec une sorte de dignité un peu lasse. Il portait un chapeau, ce qui a attiré mon attention, car presque plus personne ne porte de chapeau. Et sous son bras, il tenait une enveloppe en papier craft, scellée par un fermoir métallique. Il ne portait rien d'autre, juste l'enveloppe, et cette expression de quelqu'un qui a pris une décision difficile, et qui est venu jusqu'ici, avant de pouvoir le regretter. J'ai ouvert la porte. Don Ernesto, ai-je dit, parce que je ne pouvais rien dire d'autre. Monsieur Valverde. Il a enlevé son chapeau. Il le tenait à 2 mains devant lui, comme s'il avait besoin de faire quelque chose de ses doigts pendant qu'il parlait. Puis-je entrer ? Je l'ai conduit au salon. Je lui ai offert un café, et il a hoché la tête sans enthousiasme, comme quelqu'un qui accepte un café, non pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il a besoin de quelques minutes, avant de dire ce pourquoi il est venu. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé une autre tasse, et quand je suis revenu au salon, je l'ai trouvé assis dans le fauteuil en face du canapé. L'enveloppe était sur la table basse, ses mains jointes sur ses genoux, et son regard fixé sur un point, entre le sol et le mur. Je me suis assis, j'ai posé la tasse devant lui. Il l'a regardée, mais ne l'a pas touchée. « Je sais ce qui s'est passé hier soir », a-t-il dit. Sa voix était celle d'un vieil homme, qui a appris à parler lentement. Non par faiblesse, mais parce qu'il savait déjà que les paroles hâtives coûtent plus cher qu'elles ne valent. Sonia est partie avec Ricardo. Je n'ai rien dit. J'ai légèrement hoché la tête. Je m'en doutais, a-t-il poursuivi. Je ne le savais pas avec certitude, mais je l'imaginais depuis plusieurs mois. Il y a des choses qu'un père voit, même s'il ne veut pas les voir. Il a fait une brève pause. Ou qu'il ne veut pas voir, même si elles sont juste devant lui. Cette dernière phrase, il l'a prononcée avec un poids particulier, comme s'il parlait autant de lui que de moi. « Pourquoi êtes-vous ici, Don Ernesto ?» ai-je demandé. Je ne l'ai pas dit durement. J'ai demandé, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre ce qui avait poussé un homme de 78 ans, à mettre son chapeau dès la première heure un samedi matin, et à traverser Madrid, pour s'asseoir sur le canapé de l'associé de son fils. Il a baissé les yeux vers l'enveloppe. Puis, il m'a de nouveau regardé. « Parce que mon fils va vous faire la même chose qu'il m'a faite, » a-t-il dit. « Et parce que cette fois, j'ai la chance de pouvoir l'empêcher. Et si je ne l'empêche pas, je veux au moins que vous ayez ce qu'il faut pour vous défendre. » Il a tendu la main, et a poussé l'enveloppe vers moi, avec un mouvement lent, presque cérémoniel. Comme quelqu'un qui tend quelque chose qu'il a gardé pendant longtemps, et qu'il ne veut plus garder. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé Don Ernesto, et j'ai compris que la nuit précédente, n'avait été la fin de rien du tout. Elle avait été le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore voir entièrement, mais que cet homme, assis en face de moi avec son chapeau entre les mains, portait dans sa poitrine, bien avant que je ne commence à le soupçonner. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Je l'ai laissée sur la table, entre nous, comme on laisse quelque chose qui change de poids, rien qu'en le nommant. Et j'ai regardé Don Ernesto, attendant qu'il continue. Dehors, Madrid poursuivait son calme de samedi. Le café dans les tasses refroidissait lentement. Et moi, qui pendant 22 ans avait cru savoir distinguer la loyauté de son contraire, je commençais à comprendre qu'il y a des choses que l'on ne voit, que lorsqu'il n'y a pas d'autre choix que de les voir. Don Ernesto a finalement pris son café. Il l'a fait lentement, les 2 mains autour de la tasse, comme s'il en avait besoin de la chaleur. Et ce faisant, il a regardé autour du salon, avec cette attention discrète des hommes plus âgés, qui ont appris à lire les espaces avant de lire les gens. J'ai vu ses yeux s'arrêter un instant sur la photographie posée sur l'étagère, celle que Sonia et moi avions prise à Cordoue il y a plus de 10 ans, avant de me regarder à nouveau, et de reposer soigneusement la tasse sur la table. « Depuis combien de temps êtes-vous en affaires avec Ricardo » a-t-il demandé, bien que son ton ait clairement indiqué qu'il le savait déjà. « 9 ans, ai-je répondu. Nous avons fondé l'entreprise en 2014. Il a hoché la tête lentement. 9 ans. Il a répété, comme si le chiffre avait un poids spécifique qu'il voulait mesurer. Le même temps qu'il lui a fallu pour me faire ce qu'il m'a fait. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Don Ernesto a posé son chapeau sur la coudoir du fauteuil, et s'est légèrement adossé, comme quelqu'un qui a porté quelque chose pendant longtemps,
et qui trouve enfin un endroit pour s'appuyer, sans le lâcher complètement. Et puis il a commencé à parler. Pas avec urgence, pas avec colère, avec cette cadence particulière de quelqu'un qui a ordonné une histoire de nombreuses fois dans sa tête, et qui maintenant la raconte à voix haute, pour la première fois. Mais avant de pouvoir vous dire ce que Don Ernesto m'a raconté ce matin-là, avant de pouvoir vous expliquer ce qu'il y avait dans cette enveloppe, et pourquoi cela a changé la direction de tout ce qui a suivi, j'ai besoin que vous compreniez qui j'étais. Qui était Andrés Valverde Fuentes, avant ce samedi. Parce que les trahisons ne se produisent pas dans le vide. Elles se produisent au sein d'une vie construite. Et pour comprendre l'ampleur de ce qui m'a été fait, vous devez d'abord comprendre l'ampleur de ce que j'avais construit. Je suis né à Salamanque en 1970, fils d'un fonctionnaire municipal, et d'une femme qui tenait les comptes d'une mercerie du centre-ville, avec une précision qu'aucun ordinateur de l'époque n'aurait pu améliorer. À la maison, il n'y avait pas d'argent superflu, mais rien d'important n'a jamais manqué. Mon père disait que l'argent dont on ne sait pas d'où il vient, est de l'argent dont on ne sait pas où il va. Et cette phrase est restée gravée en moi, d'une manière qui, j'ai mis des années à le comprendre, à modeler chaque décision professionnelle que j'ai prise par la suite. J'ai étudié l'économie à Salamanque. J'ai déménagé à Madrid en 1994, avec une valise de taille moyenne, un dossier contenant mon diplôme fraîchement encadré, et une adresse à lavapiés, où un camarade de classe m'avait trouvé une chambre, pour 20 000 pesetas par mois. Je suis arrivé en train, un lundi d'octobre. Je me souviens du quai de la gare de Chamartin, du froid sec de cet octobre, et du sentiment que Madrid était une ville, qui n'avait pas encore remarqué mon arrivée, et qu'il lui faudrait probablement un certain temps pour le faire. Les premières années ont été du genre que, plus tard, avec le recul, on se souvient comme formatrices, et que, pendant qu'on les vit, elles sont simplement difficiles. J'ai travaillé dans un petit cabinet à Moncloa, où le patron arrivait tard et partait tôt, et où j'ai appris plus qu'on aurait dû pouvoir apprendre dans un tel endroit. Ensuite, dans un cabinet d'audit de taille moyenne, où j'ai passé 7 ans, à examiner les bilans d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, à voyager en province dans une voiture de société, à dormir dans des hôtels de bord de route où le petit déjeuner était servi à partir de 7h30. Et où le café avait toujours le même goût, quelle que soit la ville. C'est à ce moment-là que Sonia est apparue. Je l'ai rencontrée en 1997, lors d'un dîner d'entreprise, où j'étais allé à contre-cœur, parce que c'était un vendredi, que j'avais eu une longue semaine, et que tout ce que je voulais, c'était rentrer à l'appartement, que j'avais déjà échangé contre un légèrement meilleur à Chambry. Et ne plus bouger. Sonia était là, parce qu'elle était l'amie de la femme d'un des associés. Elle avait les cheveux attachés, et parlait avec cette confiance tranquille des gens, qui n'ont pas besoin d'occuper tout l'espace dans une conversation pour se faire remarquer. Je l'ai approchée, parce qu'elle avait une bouteille d'eau à côté d'elle, et que j'avais besoin d'eau. C'est dire à quel point le début a été peu cinématographique. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous nous sommes mariés en mai 2002, lors d'une cérémonie qui n'était ni grande ni petite, mais juste ce qu'il fallait. Sonia était assistante administrative dans une entreprise d'importation, organisée même dans les choses qui ne nécessitaient pas d'organisation, capable de gérer un foyer, avec la même efficacité tranquille avec laquelle je menais un audit. Quand nous avons décidé que nous voulions une famille, et que cela nécessitait plus de stabilité qu'un emploi dans le cabinet de quelqu'un d'autre ne pouvait garantir, c'est Sonia qui a dit la première que je devrais me lancer à mon compte. Elle l'a dit un soir de novembre, assise à la table de la cuisine après le dîner, avec la même naturalité avec laquelle elle aurait dit que le robinet de la salle de bain devait être changé. Tu as passé 12 ans à auditer le travail des autres, m'a-t-elle dit. Il est temps que tu auditais le tien. Je ne l'ai pas fait immédiatement. Il m'a fallu 3 ans de plus. Mais la phrase est restée. En 2005, j'ai ouvert mon propre cabinet, seul. Au début, avec 2 clients qui m'avaient suivi de l'ancien cabinet, et avec la certitude que si, en 12 mois, je n'avais pas réussi à suffisamment me développer, je devrais admettre que j'avais fait une erreur. Je n'ai pas eu à l'admettre. Le cabinet a grandi lentement, mais sans revers. Sonia a quitté son emploi, à la naissance de Marcos en 2007. Et à partir de ce moment, c'est elle qui a géré la maison, avec cette compétence que je n'ai jamais assez appréciée. Et qui maintenant, assis dans ce salon silencieux le matin après son départ, pesait d'une manière qu'aucun bilan comptable n'aurait pu refléter. Marcos a grandi dans une maison où le travail était la langue principale. Je ne dis pas cela comme une excuse, je le dis comme la reconnaissance d'un échec que j'ai mis trop de temps à voir.
Il y a eu des saisons où je voyageais 3 ou 4 jours par semaine. Des saisons où j'arrivais quand Marcos dormait déjà, et partait avant qu'il ne se réveille. Et Sonia a tout géré, sans se plaindre, avec une patience que j'ai confondue pendant des années, avec de la conformité. Et qui était probablement autre chose. C'était une femme qui tenait une maison, un fils, et l'absence de son mari, avec une efficacité qui méritait plus de reconnaissance qu'elle n'en a reçu. Et c'est quelque chose que je ne suis pas à l'aise d'admettre, mais qu'il serait malhonnête de ne pas admettre. En 2014, Ricardo Castellano est arrivé. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un client commun. Il était aussi auditeur, avec de l'expérience dans la restructuration d'entreprises de taille moyenne, avec un portefeuille de contacts utile, et avec une capacité particulière à transmettre la confiance, dans les 15 premières minutes de n'importe quelle conversation. Il avait 2 ans de moins que moi. Il parlait bien, s'habillait bien, et avait cette énergie des hommes qui ont appris à vendre leur propre nom, avant tout autre produit. L'association s'est bien passée dès le début. Il a apporté de nouveaux clients, j'ai apporté la réputation bâtie en 9 ans de travail à mon compte, et la rigueur technique qui, sans fausse modestie, était mon principal atout. Nous avons divisé le travail clairement. Je m'occupais des plus gros audits, il gérait les clients de taille moyenne, et supervisait les opérations quotidiennes quand j'étais absent. Ça a marché, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je l'ai emmené à la maison pour la première fois, à Noël 2014. Sonia l'a reçu avec cette courtoisie naturelle qu'elle avait pour les visiteurs. Elle a préparé quelque chose à manger, a mis de la musique. Ricardo était charmant, comme toujours. Il était charmant avec tout le monde. Quand il est parti ce soir-là, Sonia ramassait les verres sur la table, et a dit, sans grande importance, il est très gentil. C'est tout. Et je n'y ai pas plus pensé. Maintenant, je pense à cette phrase, et je me demande s'il y a une version de ce moment, où j'aurais dû prêter plus d'attention. Mais à l'époque, il n'y avait aucun signe que je savais lire. Ou s'il y en avait, je ne regardais pas dans cette direction. Marcos a grandi. Il a étudié le droit, parce que cela l'intéressait, ou du moins c'est ce qu'il m'a dit, et parce que je ne lui ai mis aucune pression, au-delà de choisir quelque chose de rigoureux. Il a obtenu son diplôme en 2022, avec un dossier qui n'était pas brillant, mais qui était solide. Quand il a proposé de travailler au cabinet, j'ai accepté sans trop réfléchir. J'ai pensé que ce serait une occasion de me rapprocher de lui, de récupérer une partie de cette proximité, que des années de travail excessif avaient dilué. Je l'ai placé dans le service client junior, là où il pourrait apprendre, sans que ses éventuelles erreurs n'aient de conséquences graves pour personne. Ce que je n'ai pas calculé, c'est que placer Marcos au cabinet, signifiait placer quelqu'un de mon propre sang, dans le même espace où Ricardo opérait. Et qu'entre ces deux-là, à un moment que je n'ai pas vu, quelque chose s'était tissé que je n'avais jamais autorisé, et que ni l'un ni l'autre n'avait eu l'honnêteté de me dire. Don Ernesto a fini son café, a de nouveau joint ses mains sur ses genoux, et m'a regardé avec cette expression des hommes, qui sont arrivés au moment pour lequel ils sont venus, et qui n'ont plus moyen de le reporter. Ce qu'il y a dans cette enveloppe, a-t-il dit, en désignant l'enveloppe en papier craft qui était toujours fermée sur la petite table, ce sont des documents que j'ai gardés pendant 4 ans. Des factures, des relevés, de la correspondance, que mon fils ne sait pas que j'ai gardé. Il a fait une pause. Ricardo m'a fait quelque chose de similaire à ce qu'il vous prépare. Et à ce moment-là, je n'avais personne sur qui compter. Je ne veux pas que la même chose vous arrive. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'enveloppe. Que me prépare-t-il exactement, ai-je demandé. Don Ernesto a ouvert la bouche pour répondre. Et à ce moment-là, son téléphone a sonné. Il l'a sorti de sa poche, a regardé l'écran, et son expression a changé, d'une manière à peine perceptible. Juste un instant, mais assez pour que je le voie. Il l'a mis en sourdine sans répondre, et a lentement rangé le téléphone. C'était Ricardo, a-t-il dit, avec un calme qu'il était difficile de maintenir. Et là, j'ai su que ce que contenait cette enveloppe, ce que Don Ernesto était venu me dire, était quelque chose que son fils ne pouvait pas savoir qu'il se passait. Et que le temps que nous avions pour parler, sans que Ricardo ne le sache, était plus limité que ce que l'un ou l'autre avait calculé au début de cette matinée. Don Ernesto a rangé le téléphone, et a fixé la table basse pendant quelques secondes, qui pesait plus qu'elle n'aurait dû. Puis il s'est levé, a pris son chapeau de la coudoir, et a dit qu'il devait partir. Que Ricardo ne pouvait pas savoir qu'il était venu. Que nous trouverions un moment pour parler calmement.
J'ai hoché la tête, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Je l'ai accompagné à la porte. Quand l'ascenseur l'a emporté, je suis resté sur le seuil, l'enveloppe à la main, et le couloir vide devant moi. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai mise dans le tiroir du bureau, dans la pièce que j'utilisais comme bureau à domicile, sous un dossier de vieux documents, et je l'ai laissé là. J'avais besoin de réfléchir avant de lire. J'avais besoin d'ordonner ce que je savais déjà, avant d'y ajouter ce que cette enveloppe pourrait contenir. Et ce que je savais déjà, si j'étais honnête avec moi-même, c'était plus que ce que j'avais voulu reconnaître pendant des mois. La première fois que quelque chose n'a pas collé, c'était un mardi de mars, 8 mois avant ce samedi. Ce n'était pas un événement dramatique, c'était une absence. Sonia et moi avions l'habitude de dîner ensemble les mardis. Non pas parce que nous l'avions formellement convenu, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionnait depuis des années. J'essayais de rentrer avant 21h les mardis, elle préparait quelque chose de simple, et nous nous asseyions à table, sans le poids de la semaine encore sur nous. C'était une petite habitude, mais c'était la nôtre. Ce mardi de mars, je suis arrivé à 20h40, et l'appartement était vide. Il n'y avait rien sur le feu, pas de mots dans la cuisine. Je lui ai envoyé un message, et elle a répondu 40 minutes plus tard, disant qu'elle avait été retenue avec une amie, et qu'elle serait bientôt à la maison. Elle est arrivée à 22h15, avec cette expression légèrement composée, de quelqu'un qui vient d'un endroit qu'il préférerait ne pas détailler. Je lui ai demandé avec qui elle avait été. Elle m'a dit Martha, une connaissance de la salle de sport que je me rappelais à peine. J'ai hoché la tête, je n'ai pas insisté. Le dîner a été un de ces dîners où nous parlons tous les deux de choses qui n'ont pas d'importance, pour ne pas parler de celles qui en ont. Bien qu'à ce moment-là, je ne savais toujours pas exactement ce qui comptait, mais quelque chose est resté. Un malaise sans nom, que j'ai rangé quelque part, sans l'étiqueter. Les semaines suivantes, j'ai eu plus de travail que d'habitude. Un gros client à Valence exigeait des déplacements fréquents, et j'arrivais à Madrid le jeudi soir, le corps fatigué et la tête encore dans les bilans. Sonia me demandait comment ça s'était passé, je répondais par un bref résumé, et la conversation s'arrêtait là. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était cette distance qui s'installe dans les mariages, quand deux personnes fonctionnent en parallèle depuis trop longtemps, au lieu de fonctionner ensemble. Et qu'aucun des deux ne le nomme, parce que le nommer les forcerait à faire quelque chose. En avril, j'ai remarqué que Sonia avait changé de parfum. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à remarquer, et c'est peut-être pour ça que ça a attiré mon attention. C'était un parfum différent de celui qu'elle portait depuis des années, plus intense, un de ceux que l'on choisit quand on veut être remarqué. Je lui ai dit qu'elle sentait bon, elle a souri légèrement, et a changé de sujet. Je n'y ai pas accordé plus d'importance. J'aurais dû. En mai, les sorties inexpliquées ont commencé. Pas fréquentes au début. Un après-midi par-ci, une matinée par-là. Sonia avait toujours une réponse toute prête, le médecin, des courses, une amie. Et les réponses étaient toujours assez plausibles, pour que je n'ai aucune raison concrète de les remettre en question. Le problème n'était pas que les réponses étaient invraisemblables. Le problème, c'est qu'avant, elle n'avait pas besoin d'exister, parce que Sonia n'avait pas l'habitude de disparaître sans que je sache où elle était. C'est en juin que l'incident avec Marcos s'est produit. Un jeudi après-midi, je suis arrivé au bureau après une réunion avec un client, et j'ai trouvé mon fils dans le couloir, parlant au téléphone à voix basse. Quand il m'a vu, il a mis fin à l'appel avec une naturalité qui serait passée pour normale, si ce n'était pas que la naturalité, quand elle est trop immédiate, a quelque chose de répété. Je lui ai demandé à qui il parlait. Il a dit un ami. J'ai hoché la tête, et je suis entré dans mon bureau. 2 semaines plus tard, un samedi matin, j'ai essayé de parler à Sonia. Non pas parce que j'avais la preuve de quelque chose de concret, mais parce que j'avais ce malaise sans nom depuis des mois, et que j'avais besoin, au moins, d'essayer de le nommer. Je lui ai dit que je la trouvais distante, que nous avions moins de conversations réelles qu'avant, que ce n'était pas un reproche, mais une observation. Sonia m'a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle portait beaucoup de poids depuis un certain temps, et qu'elle avait peut-être besoin d'espace pour se remettre en ordre. Je n'ai pas eu le temps de répondre, car à ce moment-là, Marcos est entré dans le salon. Il avait dormi à la maison cette nuit-là, car il le faisait parfois quand il avait quelque chose le lendemain près du quartier. Il s'est versé un café dans la cuisine, et est revenu avec une tasse à la main, et cette aisance que les jeunes enfants ont, d'occuper un espace sans lire si leur présence est opportune ou non.
Il a regardé sa mère, puis moi, et a dit d'un ton absolument insouciant, « Quelque chose ne va pas. » Sonia a dit non, que nous parlions de choses sans importance. Marcos a hoché la tête, et s'est assis sur le canapé avec le café. Il a changé de sujet, pour parler de quelque chose au bureau, d'un client qui avait appelé cette semaine pour une question. Et la conversation a coulé, avec une fluidité que j'ai attribuée à ce moment-là au hasard, et que je comprends maintenant comme ce qu'elle était probablement, une manœuvre. Petite, presque imperceptible, mais une manœuvre. Mon fils de 26 ans, formé en droit, avait appris à gérer le rythme des conversations avec une précision, qui ne venait pas de la jeunesse, mais du fait d'avoir pratiqué ce moment, avant de le vivre. Ce qui a suivi, je ne l'ai su que des semaines plus tard. Mais c'est ce samedi-là, que quelque chose a basculé quelque part dans ma tête, que je ne pouvais pas encore identifier. En juillet, Ricardo a annulé 2 clients de valeur moyenne, sans me consulter. Il me l'a dit après coup, sur un ton qui mêlait explication et justification, comme le font les gens quand ils savent qu'ils ont agi en dehors de la marge convenue, et qu'ils préfèrent le présenter comme une décision prise, plutôt qu'une proposition à discuter. Il m'a dit que les marges ne compensaient pas le temps investi, qu'il valait mieux optimiser le portefeuille vers des clients plus importants, que nous en avions déjà discuté auparavant en termes généraux. Nous en avions discuté en termes généraux, nous n'avions pas convenu qu'il prendrait ses décisions seul. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, toute perte de client nécessiterait ma connaissance préalable. Il a dit oui, avec cette facilité avec laquelle Ricardo acceptait les corrections, sans friction, sans argumenter, ce qui était aussi sa façon de ne s'engager à rien. J'ai classé l'incident, je ne lui ai pas donné le poids qu'il méritait, car à ce moment-là, les 2 fils, celui de Sonia et celui de Ricardo, me semblaient encore des affaires distinctes, qui n'avaient aucune raison d'être liées. C'était en juillet. En août, le moment s'est produit, qui allait changer l'ordre de tout. C'était un mercredi après-midi. J'étais rentré plus tôt que prévu d'une réunion qui avait été écourtée, car le client avait eu un imprévu. Je suis entré dans l'appartement sans faire de bruit, pas intentionnellement, mais parce que c'est comme ça que j'entrais toujours, et j'ai entendu la voix de Sonia dans le salon. Elle parlait au téléphone. Son ton était bas, un de ceux qui ne sont pas conçus pour être entendus depuis une autre pièce. J'ai marché dans le couloir, sans réfléchir à ce que je faisais. Et quand je suis arrivé à l'entrée du salon, j'ai entendu, avec assez de clarté pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible, qu'elle disait « Je ne peux pas cette semaine. Andrés est à la maison plus de jours que d'habitude. » Mon pas s'est arrêté. Je suis resté dans le couloir, collé au mur, sans respirer. Il y a eu une pause. Puis Sonia a dit « Je sais, mais je ne peux pas prendre de risque. Attends jeudi prochain. » Un autre bref silence. Oui, moi aussi. J'ai entendu le bruit de la fin de l'appel. Je suis resté où j'étais pendant 3 ou 4 secondes qui m'ont paru beaucoup plus longues, calculant si je pouvais me retirer vers l'entrée et réentrer, en faisant du bruit, sans qu'elle ne sache que j'avais entendu quelque chose. Je ne pouvais pas, j'étais déjà trop près. Alors, je suis entré dans le salon normalement. Sonia était debout près de la fenêtre, le téléphone à la main. Et quand elle m'a vu, elle a eu une réaction qui a duré moins d'une seconde, un sursaut de quelque chose comme de la peur, avant de se recomposer avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne t'ai pas entendu entrer », a-t-elle dit. « La réunion s'est terminée plus tôt », ai-je répondu, et je suis allé à la cuisine pour prendre de l'eau, comme si je n'avais rien entendu, comme si mon cœur ne battait pas contre mes côtes, avec une force qui ne correspondait pas au calme que je feignais. De la cuisine, j'ai entendu Sonia se déplacer dans le salon. Le bruit d'un tiroir qui s'ouvre et se ferme, puis le silence. Ce soir-là, nous avons dîné sans qu'aucun de nous ne nomme quoi que ce soit. J'avais une phrase qui tournait dans ma tête, une phrase que je ne pouvais pas m'empêcher de répéter, « Attends jeudi prochain. » Ce n'était pas le genre de choses qu'on dit à un ami. Ce n'était pas le genre de pause qu'on fait, quand la personne qui écoute à l'autre bout, est quelqu'un sans importance. C'était la phrase de quelqu'un qui coordonne, qui gère une rencontre, qui doit caler des horaires avec quelqu'un qui attend. Je n'avais toujours pas le nom, je n'avais toujours pas la certitude. Mais quelque chose avait changé cet après-midi-là, dans le couloir de mon propre appartement. Quelque chose que je ne pouvais plus défaire, même si je l'avais voulu. Et le jeudi suivant, sans que Sonia ne le sache, je ne suis pas allé au bureau à l'heure habituelle. J'ai quitté la maison, j'ai conduit jusqu'à la rue en bas, je me suis garé, et j'ai attendu. J'ai attendu 40 minutes,
jusqu'à ce que je vois Sonia sortir de la porte de l'immeuble, son sac à l'épaule, d'un pas déterminé. Je l'ai vue marcher jusqu'au coin de la rue. Je l'ai vue tourner, et j'ai vu la voiture qui l'attendait, garée en double fil, le moteur en marche. J'ai reconnu la voiture avant de reconnaître le conducteur. C'était celle de Ricardo. Je suis resté les deux mains sur le volant, et le regard fixé sur le rétroviseur, regardant la voiture s'éloigner dans la rue. Je ne l'ai pas suivie. Je ne pouvais pas la suivre, pas encore. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais devant moi, n'était pas un soupçon que je pouvais résoudre avec une conversation, mais quelque chose qui s'était construit soigneusement, depuis un certain temps. Et que si j'agissais avant de savoir exactement depuis combien de temps et exactement comment, la seule chose que j'obtiendrais, serait de perdre le seul avantage que j'avais, qu'il ne savait pas que j'avais déjà commencé à voir. J'ai démarré la voiture, je suis retourné au bureau, j'ai salué Marcos, qui était à son bureau au téléphone avec un client, et je suis entré dans mon bureau, en fermant doucement la porte. Et pour la première fois, depuis que ce malaise sans nom avait commencé en mars, j'ai su que je devais arrêter d'observer, et commencer à documenter. Car ce que j'avais vu dans ce rétroviseur, n'était la fin de rien du tout. C'était, comme je l'ai compris bien plus tard, à peine le début de la surface de quelque chose, qui allait bien plus profondément que ce que je pouvais voir de là. Ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point c'était profond. Et que la réponse à cette question, ne se trouvait pas dans la voiture de Ricardo, ni dans les déplacements de Sonia, mais bien dans les chiffres. Dans les chiffres que j'avais moi-même signés, sans les lire avec assez d'attention. Dans les relevés que quelqu'un avait manipulés pendant 3 ans, avec la confiance de celui qui sait, que l'associé à côté de lui, est trop occupé pour regarder à 2 fois, quelque chose qu'il a déjà vérifié une fois. La tablette était sur la table du salon, quand je suis descendu pour mon 2e café du matin. C'était un mercredi, 8h17. Je le sais, parce que j'ai regardé l'horloge de la cuisine juste avant d'entrer dans le salon, et ce détail est resté gravé dans ma mémoire, avec la précision absurde avec laquelle les détails se gravent, dans les moments qui changent quelque chose en vous, sans demander la permission. Sonia était partie tôt. Elle m'avait dit la veille qu'elle avait rendez-vous avec son médecin généraliste à 8h30, quelque chose de routine, un contrôle. J'ai dit d'accord. Ce matin-là, je me suis levé tard, car je n'avais pas de réunion avant 11h, et j'ai profité du calme. Je me suis fait un café, du pain grillé, je me suis assis un moment dans la cuisine, avant de penser à consulter les emails du bureau. La tablette était sur la petite table, l'écran allumé. Sonia l'utilisait pour lire la nuit, une habitude qu'elle avait depuis des années. Normalement, l'écran s'éteignait tout seul après 2 minutes d'inactivité. Mais ce matin-là, il était encore actif, ce qui signifiait que Sonia l'avait utilisé récemment, probablement avant de partir, et n'avait pas fermé l'application. Je m'en suis approché sans intention particulière, j'allais juste l'éteindre pour économiser la batterie. C'est ce que j'allais faire. Je l'ai prise d'une main, j'ai vu l'écran, et je ne l'ai pas éteinte. Ce que j'avais devant moi, c'était une conversation ouverte. Le nom dans l'entête n'était qu'une initiale et un nom de famille, R. Castellano. Enregistré comme ça, sans prénom, de la manière dont on enregistre un contact quand on ne veut pas qu'il ait l'air de ce qu'il est, si quelqu'un prend le téléphone par accident. La dernière ligne visible du message datait de ce matin-là, envoyé à 8h03. Elle disait « Je suis déjà parti. Je suis là dans 20 minutes. » Je suis resté là, la tablette à la main. Mon corps l'a assimilé avant ma tête. J'ai senti mes doigts serrer le bord de la tablette plus fort que nécessaire. J'ai remarqué que la pièce n'avait pas changé du tout, que le café était toujours sur le comptoir de la cuisine, que dehors les voitures passaient dans la rue avec leur bruit habituel. Que le monde extérieur n'avait pas enregistré que quelque chose venait de se briser, à l'intérieur de cet appartement. Seulement moi, seulement ce moment. J'ai fait défiler lentement vers le haut. Je n'ai pas tout lu d'un coup, je ne pouvais pas. Les mots n'arrivaient pas dans l'ordre, ils arrivaient par fragments, comme quand on essaie de lire sous l'eau et que les lettres se déforment avant qu'on puisse les retenir. Mais ce que je comprenais, message après message, alors que j'étais debout dans mon propre salon à lire une conversation qui n'était pas destinée à mes yeux, prenait forme, avec une clarté qui n'avait besoin d'aucune autre explication. 20 mois. La plus ancienne conversation enregistrée dans ce fil datait d'il y a 20 mois. 20 mois de messages qui commençaient avec le ton prudent de 2 personnes, mesurant jusqu'où l'autre irait, et qui, au fil des semaines et des mois, avaient progressivement perdu cette prudence initiale,
pour devenir quelque chose qui ne me laissait aucune place à une interprétation favorable. Il y avait des messages qui parlaient de lieux, de jours, d'heures précises, coordonnés avec la précision de quelqu'un qui fait quelque chose depuis longtemps, et qui a appris à ne pas improviser. Il y avait des messages qui parlaient de moi. Pas avec une cruauté explicite, mais avec cette indifférence, qui est plus difficile à encaisser qu'une insulte directe. L'indifférence de quelqu'un qui a décidé qu'une autre personne n'est plus au centre de sa vie, et qui la traite comme un fait environnemental, comme un horaire de réunion, ou comme le temps qu'il fera jeudi. Un des messages, envoyé par Sonia il y a 4 mois, disait « Andrés ne verra rien. Il ne voit jamais ce qu'il ne cherche pas, je l'ai lu 2 fois. » Non pas parce que je ne l'avais pas compris la première fois, mais parce que quelque chose dans cette phrase devait s'installer, avec le poids exact qu'elle avait. J'ai laissé la tablette sur la petite table, soigneusement, dans la même position où je l'avais trouvée, l'écran vers le haut et l'application ouverte, comme elle était. Je ne l'ai pas fermée, je n'ai rien changé. Je me suis éloigné vers le canapé, et je me suis assis. Le café a refroidi sur le comptoir de la cuisine, je ne suis pas retourné le chercher. Je suis resté assis, immobile, pendant un temps que je ne saurais calculer. Je ne pleurais pas, je n'étais pas en colère. Ou du moins, pas ce que j'aurais appelé en colère avant ce moment. Je ressentais quelque chose de plus proche de la désorientation, de quelqu'un qui a marché dans un couloir qu'il pensait connaître par cœur, et qui soudain, allume la lumière et découvre que les murs ne sont pas là où il se les rappelait. 20 mois. C'est ce que j'avais vu dans le fil, mais ce n'était pas la durée qui m'a le plus frappé, bien qu'elle fût considérable. C'était le ton, c'était la normalité avec laquelle cette conversation existait, comme quelque chose d'établi, comme quelque chose qu'aucun des deux ne considérait nécessaire de cacher, au-delà de l'essentiel. À 10h30, j'ai entendu la clé dans la serrure. Sonia est entrée. Elle avait son sac à l'épaule, et cette expression légèrement détendue de quelqu'un qui revient d'un endroit où il a passé un bon moment. Elle m'a vu sur le canapé et a dit, « Comme tu es calme. Tu n'as pas de réunion à 11h ?» À 11h15, ai-je répondu. J'ai le temps. Elle est allée à la cuisine. Je l'ai entendue ouvrir le réfrigérateur, prendre quelque chose, laisser les clés sur le comptoir. Puis elle est revenue dans le salon, et est passée devant la table basse sans regarder la tablette. Elle l'a prise d'un geste mécanique, et l'a emportée avec elle dans la chambre, sans rien dire, comme quelqu'un qui ramasse un objet personnel par habitude. Je me suis levé, j'ai pris ma veste. Je pars maintenant, ai-je dit depuis le couloir. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai cet après-midi. D'accord, a-t-elle dit depuis la chambre. Sa voix semblait normale, complètement normale. Je suis parti, j'ai fermé la porte. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mes mains et j'ai remarqué qu'elles ne tremblaient pas, ce qui m'a surpris, car à l'intérieur, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout calme. Cet après-midi-là, au bureau, j'ai essayé de me concentrer sur le rapport que j'avais en attente pour le client de Valence. J'ai réussi à avancer de 2 paragraphes, avant que ma tête ne retourne au salon de ce matin. Aux 20 mois de message, à la phrase de Sonia, « Il ne voit jamais ce qu'il ne cherche pas », à 19h, Marcos est apparu à la porte de mon bureau. Il avait prévu de dîner avec nous ce soir-là, un plan en milieu de semaine que nous avions depuis le dimanche précédent. Il a passé la tête, avec cette aisance qu'il avait au bureau, mi-employé, mi-membre de la famille, et a dit « On y va ?» Je l'ai regardé un moment avant de répondre. Marcos avait 26 ans, et les yeux de sa mère. Ce ton sombre qui, chez elle, transmettait le calme, et qui, chez lui, transmettait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer cet après-midi-là. J'ai dit oui, que dans un instant, et j'ai rangé mes papiers. Dans la voiture, en rentrant, Marcos a parlé d'un client qu'il avait géré cette semaine, d'une question qu'il avait bien résolue, du match de dimanche. J'ai répondu avec le poids juste pour chaque réponse, pour que la conversation ne meure pas, assez pour ne donner aucun signe de ce que je portais depuis ce matin. Nous avons dîné tous les 3. Sonia avait préparé quelque chose de simple. La conversation était comme ces dîners où personne ne dit rien d'important, mais où tout le monde s'efforce de faire comme si c'était le cas. À un moment donné, Sonia a mentionné Ricardo en passant. Quelque chose à propos d'un dîner d'entreprise que nous devions encore organiser. Une mention brève, naturelle, du genre que fait quelqu'un qui ne craint pas que le nom ne provoque de réaction. J'ai hoché la tête, et j'ai versé plus d'eau dans mon verre. C'est alors que ce qui allait tout faire basculer s'est produit. Marcos finissait de manger quand son téléphone a vibré sur la table.
Il l'a pris, a regardé l'écran, et à cet instant, son expression a changé. Juste une seconde, moins d'une seconde, mais je regardais dans cette direction, et je l'ai vu. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. Le même genre de reconnaissance que j'avais vu sur son visage des semaines auparavant, quand j'avais mentionné le nom de Ricardo dans une conversation anodine. Il a mis le téléphone dans sa poche, avec un mouvement trop contrôlé pour être spontané. Sonia ne l'a pas regardé, j'ai aussi remarqué cela. Quelque chose m'a poussé à parler, une impulsion venue d'un endroit que je n'ai pas consulté avec ma tête. J'ai dit, sur un ton que j'ai essayé de garder léger, quelque chose ne va pas. Marcos m'a regardé. Rien, un ami. À cette heure-ci? Oui, enfin, tu sais comment ils sont. Il a haussé les épaules et a pris son verre d'eau. Et à ce moment-là, alors qu'il buvait et que je le regardais, j'ai réalisé que si je continuais à tirer sur ce fil, là, à cette table, avec Sonia en face de moi, et sans aucune preuve concrète au-delà de ce que j'avais lu ce matin sur la tablette. La seule chose que j'obtiendrais serait de les alerter tous les deux. Qu'ils comprendraient que quelque chose avait changé en moi, et qu'à partir de ce moment, ils seraient plus prudents. Alors, je n'ai pas continué. J'ai dit, bien sûr, et j'ai changé de sujet, pour quelque chose sans importance. Marcos s'est visiblement détendu. Sonia aussi, bien qu'elle l'ait mieux dissimulé. Le dîner s'est terminé. Marcos a dit au revoir à 22h30. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Sonia a ramassé les assiettes, et je suis resté à table un moment de plus, mon verre d'eau à la main, à regarder la nappe, sans vraiment voir la nappe. Cette nuit-là, quand Sonia dormait, je me suis levé et je suis allé au bureau à domicile. J'ai ouvert le tiroir où j'avais gardé l'enveloppe de Don Ernesto. Je l'ai sortie, je l'ai posée sur la table, et cette fois, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des factures, des relevés bancaires, une lettre manuscrite de Don Ernesto à son propre avocat, datée d'il y a 4 ans, décrivant ce que Ricardo lui avait fait. Et au fond de l'enveloppe, il y avait une feuille pliée en 3, qui, une fois dépliée, s'est avérée être de la correspondance entre Ricardo et un cabinet d'avocats externes, Vidal y Associado. J'ai lu la première ligne, et j'ai compris que ce que j'avais vu ce matin sur la tablette de Sonia, les 20 mois de messages, la trahison émotionnelle, tout cela qui m'avait laissé assis sur le canapé incapable de bouger, n'était pas le cœur du problème. C'était la couverture. Ce que Ricardo avait construit avec Sonia n'était pas seulement une relation, c'était un levier. Et le but de ce levier, selon ce que j'avais maintenant sous les yeux dans cette lettre, n'en était qu'un seul, me forcer à vendre ma part de l'entreprise à n'importe quel prix, de préférence au sien. J'ai replié la feuille, je l'ai remise dans l'enveloppe, j'ai éteint la lumière du bureau, et je suis resté un moment dans le noir, avant de retourner me coucher. J'avais les documents, j'avais l'enveloppe de Don Ernesto, j'avais ce que j'avais lu ce matin sur la tablette. Mais je n'avais pas encore tout. Car si la lettre mentionnait un plan, ce plan avait des chiffres. Et ces chiffres se trouvaient quelque part dans les livres de compte de l'entreprise, que je signais depuis 9 ans, sans imaginer que quelqu'un réécrivait les marges à son propre profit. Demain, me suis-je dit, demain, je vais commencer à regarder les chiffres différemment. Les comptes de l'entreprise n'avaient pas été vérifiés par moi, avec la rigueur que j'appliquais à mes clients, depuis 3 ans. C'était la première chose que je devais admettre. Un auditeur fiscal qui audite tout le monde, sauf lui-même, est exactement le genre de négligence que quelqu'un de patient et de calculateur peut transformer en opportunité. Ricardo le savait. Il avait passé 9 ans assis en face de moi dans des réunions, où j'expliquais aux clients exactement comment détecter une irrégularité comptable. Il avait pris note de tout. Le jeudi matin, je suis arrivé au bureau 1 heure avant tout le monde. 8h15. Le bureau était vide, avec cette immobilité particulière des espaces de travail, avant que les gens ne les remplissent. J'ai allumé l'ordinateur, j'ai ouvert le système de gestion comptable de l'entreprise, et j'ai commencé à regarder les chiffres d'une manière dont je ne les avais jamais regardés auparavant, parce que je n'avais jamais eu de raison de le faire. Comme si la personne qui les avait saisis, était un suspect. Le premier niveau ne montrait rien. Les totaux correspondaient, les soldes coïncidaient. C'était exactement ce à quoi ça devait ressembler, si quelqu'un regardait de juste la bonne distance. Je suis descendu d'un niveau, aux sous-comptes, aux écritures individuelles, aux virements qui, dans les rapports consolidés, apparaissaient regroupés sous des rubriques générales, et qui, décomposés un par un, racontaient une autre histoire. Ce que j'ai trouvé n'était pas un grand trou, c'était une série de petits trous,
répartis sur 3 ans, avec une cadence qui évitait tout seuil pouvant déclencher une alerte automatique. Des virements vers des comptes intermédiaires, présentés comme des paiements à des prestataires de services auxiliaires. Des prestataires qui existaient dans le système, avec un numéro d'identification fiscale, une adresse, un historique de facture. Mais qui, lorsque je les ai recherchés au registre du commerce, correspondaient à des sociétés avec une activité enregistrée minimale, et aucun historique vérifiable en dehors des livres de notre propre entreprise. J'ai passé 4 heures à reconstituer une piste. Je l'ai fait à la main, dans un carnet en papier que j'ai pris du tiroir du bureau, parce que je ne voulais pas qu'un mouvement dans le système soit enregistré avec mon utilisateur, à une heure inhabituelle. J'ai additionné, vérifié, additionné à nouveau, 87 000 €, répartis en 34 opérations sur 3 ans. La plus petite, 2100 €, la plus grande, 6800 €. Aucune n'était assez frappante seule. Ensemble, un détournement systématique, exécuté avec la patience de quelqu'un qui n'était pas pressé, car il était sûr que personne ne regarderait. J'ai fermé le carnet, je l'ai mis dans ma mallette sous un dossier de documents clients, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé le plafond un instant. 87 000, c'était le chiffre. Mais le chiffre n'était pas le plus important. Le plus important, c'était ce que ce chiffre confirmait. Que Ricardo n'avait pas agi impulsivement, ou par opportunisme. Il avait agi méthodiquement, avec planification, avec la même froideur avec laquelle il avait construit la relation avec Sonia, comme un instrument de pression, parallèle à la ponction progressive des fonds de l'entreprise. 2 fronts, un émotionnel, un financier, et tous deux visant le même objectif, me laisser sans position, sans soutien, sans base depuis laquelle résister, quand viendrait le moment pour lui de me demander de vendre. Le même jeudi après-midi, j'ai appelé Guillermo Salinas Montero. Je le connaissais depuis plusieurs années. J'étais tombé sur son nom dans quelques cas de clients, qui avaient eu besoin de conseils sur des dissolutions d'entreprise. Et à chaque fois, le mot qui l'accompagnait était le même, rigoureux. Il avait 44 ans, son propre cabinet dans le quartier de Salamanca, et la particularité que, lorsqu'il parlait de Ricardo Castellano, si le nom venait sur le tapis, il le faisait avec une brièveté qui n'était pas de la neutralité, mais de la retenue. Il s'était croisé dans une procédure d'arbitrage il y a 3 ans, et Guillermo n'en était pas sorti satisfait. Il ne m'a pas donné les détails lors de ce premier appel, mais son ton, quand je lui ai dit le nom, a suffi pour comprendre qu'il n'avait pas besoin que je lui explique pourquoi j'appelais. Nous avons convenu de nous rencontrer le lundi suivant, à son bureau. Je lui ai dit que j'apporterais de la documentation. Il a dit d'accord, d'apporter tout ce que j'avais. Le vendredi s'est passé, avec une normalité qu'il m'a été plus difficile que d'habitude de maintenir. Ricardo était au bureau toute la matinée. Il m'a salué quand je suis arrivé, avec cette aisance qu'il avait toujours eue, cette manière détendue d'un homme qui a appris à habiter les espaces sans révéler ce qu'il pense. Nous avons parlé d'un nouveau client, qui avait demandé une réunion pour la semaine suivante. Nous avons réparti les responsabilités, examiné un rapport. Tout comme toujours, exactement comme toujours. Il y a eu un moment, vers midi, où Ricardo est entré dans mon bureau sans frapper. Quelque chose qu'il faisait de temps en temps, car en 9 ans d'association, ce genre d'informalité finit par s'installer. Il est entré, et m'a trouvé avec un carnet ouvert sur la table. Ce n'était pas le carnet avec les relevés, celui-là était dans ma mallette. C'était un carnet de travail normal, où je notais les tâches en attente du jour. Mais pendant une seconde, avant que je ne lève les yeux, Ricardo a regardé le carnet, avec une attention qui a duré moins d'un clin d'œil. « Tu as un moment ?» a-t-il dit. « Bien sûr. » J'ai fermé le carnet sans me presser, avec le geste de quelqu'un qui termine une note, et je l'ai laissé sur le bord de la table. « Dis-moi. » Il m'a parlé du nouveau client, des honoraires qu'il avait estimés, de si l'approche me semblait raisonnable. J'ai répondu avec attention, j'ai donné mon avis là où il le fallait. Nous nous sommes mis d'accord sur une approche. Tout cela a duré 8 minutes. Quand il est parti, j'ai fermé la porte, et j'ai fixé le carnet sur la table. Le mauvais carnet, celui qui ne contenait rien de compromettant. Et pourtant, pendant ces 8 minutes, j'avais dû gérer la pression de savoir que Ricardo était dans la même pièce que moi, alors que je portais dans ma mallette, à 2 mètres de lui, les documents qui prouvaient ce qu'il faisait depuis 3 ans. Il n'avait pas remarqué, ou s'il l'avait fait, il n'avait rien pu voir. Je m'étais assuré qu'il n'y ait rien à voir. Mais le moment m'a laissé avec une nouvelle certitude, je devais accélérer.
Chaque jour qui passait avec Ricardo opérant normalement au bureau, était un jour où il pourrait effacer des traces, s'il venait à soupçonner que quelqu'un regardait. Le lundi, je suis arrivé au bureau de Guillermo avec le carnet, avec des copies des relevés que j'avais prises ce matin-là, et avec l'enveloppe de Don Ernesto. Guillermo les a examinés lentement, avec cette concentration tranquille des avocats, qui lisent sans commenter jusqu'à ce qu'ils aient toute la carte. Il lui a fallu près d'1 heure. Quand il a eu fini, il m'a regardé et a dit, c'est suffisant pour engager une procédure civile pour détournement de fonds. Probablement aussi pour une plainte pénale, selon la façon dont l'histoire est construite. Mais il faut le faire bien, sans précipitation. Je lui ai demandé combien de temps il lui faudrait pour préparer la stratégie. 3 semaines, a-t-il dit. J'ai besoin de vérifier la propriété de ces comptes intermédiaires, de croiser les données avec le registre du commerce, et de préparer un rapport d'expert pour étayer tout cela au tribunal, si nous y arrivons. Il a fait une pause. Pouvez-vous maintenir la normalité au bureau pendant ce temps? Je lui ai dit oui. Il m'a regardé un moment avant de répondre. Je ne veux pas dire seulement ne pas le confronter. Je veux dire, continuer à lui parler, signer ce qui doit être signé, assister aux réunions habituelles. Que rien ne change, rien qu'il puisse lire. Compris. Une dernière chose. Guillermo s'est adossé à sa chaise. Vous devez protéger vos actifs avant qu'ils ne fassent un mouvement. Si cet homme est aussi méthodique qu'il le semble, il est possible qu'il ait un mécanisme préparé, à exécuter dès qu'il percevra que quelque chose a changé. Vos parts dans l'entreprise, vos comptes personnels. Tout actif qui pourrait être gelé dans une procédure. Nous devons blinder ce qui peut être blindé, avant qu'il ne se doute de quelque chose. Cet après-midi-là, j'ai quitté le bureau de Guillermo avec une liste de choses à faire, et avec le premier sentiment en des semaines, que je ne faisais pas que résister, mais que je commençais à construire quelque chose. Ce n'était pas du soulagement, c'était quelque chose de plus proche de la froideur de quelqu'un, qui a trouvé le point d'appui dont il avait besoin, et qui doit maintenant l'utiliser avec précision. Le mardi suivant, vers 18 h, l'incident avec Marcos s'est produit. J'étais dans mon bureau au travail, en train de finir de préparer la documentation que Guillermo m'avait demandée. J'avais l'ordinateur avec 2 fenêtres ouvertes, une avec les relevés des comptes intermédiaires, et une autre avec le système de gestion comptable de l'entreprise. J'avais été prudent toute la semaine, fermant les fenêtres compromettantes chaque fois que quelqu'un approchait, travaillant pendant les heures creuses au bureau. J'ai entendu des pas dans le couloir, et j'ai fermé les 2 fenêtres avec un mouvement que j'avais déjà automatisé. J'ai laissé un rapport client à l'écran, j'ai pris mon stylo. Quand la porte s'est ouverte, Marcos a passé la tête, avec cette naturalité de quelqu'un qui entre dans un endroit où il est en droit d'être. « Tu as un moment, papa ?» ?»« Bien sûr, entre. » Il est entré. Il s'est assis sur la chaise en face de mon bureau. Mais avant de parler, son regard s'est posé une seconde sur l'écran de mon ordinateur. Le rapport client. Rien de compromettant, mais le regard était là. « Je veux te parler du client Ferré », a-t-il dit. Il a appelé cet après-midi, pour demander l'état du rapport trimestriel. Nous avons parlé du client Ferré pendant 5 minutes. Marcos avait les bonnes informations, il avait bien géré l'appel. Il n'y avait pas de problème réel. C'était une question qu'il aurait pu résoudre par email, ou me dire en partant. Cela ne nécessitait pas de venir au bureau en dehors de ses heures habituelles. Quand il s'est levé pour partir, j'ai remarqué que son regard a brièvement balayé la table. Pas l'ordinateur, cette fois. La table. La mallette que j'avais posée sur le côté du bureau, fermée avec la serrure à combinaison. « À demain », a-t-il dit depuis la porte. « À demain », ai-je répondu. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Je l'ai entendu saluer quelqu'un dans l'espace de travail, puis j'ai entendu la porte principale se fermer. Je suis resté à regarder la mallette. À l'intérieur, se trouvait le carnet avec les chiffres. À l'intérieur, se trouvait la copie de l'enveloppe de Don Ernesto. À l'intérieur, se trouvait tout ce que j'avais construit au cours des 2 dernières semaines, avec la même méticulosité avec laquelle Ricardo avait construit son propre plan. Marcos était venu me parler d'un client qui n'avait pas besoin de cette conversation. Et avant de partir, il avait regardé la mallette. Je n'avais aucun moyen de savoir si c'était de l'intuition, si Sonia lui avait dit quelque chose, si Ricardo lui avait demandé d'être attentif. Je n'avais aucun moyen de le savoir, pas encore. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison,
j'ai sorti le carnet de la mallette, et je l'ai mis au fond du tiroir du bureau à domicile, derrière l'enveloppe de Don Ernesto. Et j'ai pensé que 3 semaines, le délai que Guillermo m'avait donné, me semblait soudainement plus courte qu'elle ne l'était le lundi. Parce que si Marcos regardait, cela signifiait que quelqu'un lui avait demandé de regarder. Et si quelqu'un lui avait demandé de regarder, cela signifiait que Ricardo commençait à remarquer que quelque chose dans l'air du bureau avait changé, même s'il ne savait pas encore exactement quoi. Ce que Ricardo ne savait pas, c'est que Guillermo avait déjà trouvé la propriété de 2 des comptes intermédiaires. Et que ce qu'il avait trouvé, ce n'était pas seulement le nom de Ricardo. C'était aussi un autre nom, un nom auquel je ne m'attendais pas. Un nom qui changeait l'ampleur de ce que je croyais que cette affaire était, depuis le début. Guillermo, j'ai besoin de connaître ce nom aujourd'hui, ai-je dit au téléphone à 9h du matin un mercredi, debout dans la cuisine, mon manteau encore sur le dos, car j'étais arrivé il y a 3 minutes du bureau, et je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir. Guillermo a pris une seconde pour répondre. Andrés, si je le dis au téléphone, et que cet appel est un jour utilisé comme preuve, cela complique le processus pour nous. Viens au bureau cet après-midi, à 18h. J'ai raccroché, j'ai enlevé mon manteau, je me suis assis. Le nom sur les comptes intermédiaires, le nom qui n'était pas seulement celui de Ricardo. C'était la dernière chose que Guillermo m'avait dite la semaine précédente, et depuis, je le portais avec moi, comme on porte quelque chose qui pèse plus, quand on ne sait pas exactement combien il pèse. Je suis allé au bureau, j'ai fait ce que j'avais promis de faire. J'ai feint la normalité, j'ai examiné des rapports. J'ai pris un appel d'un client de Saragosse qui avait des doutes sur une déduction. J'ai signé 2 documents que Ricardo a posés sur mon bureau, avec ce geste de lui d'efficacité déléguée. Des documents que j'ai examinés plus attentivement que d'habitude, bien que j'ai essayé de ne pas le laisser paraître. Ça n'a pas paru. Ricardo a signé après moi, et a rangé sa copie sans commentaire. À 14h, Marcos a passé la tête dans mon bureau pour me dire qu'il sortait manger avec un client. Il l'a dit naturellement, j'ai dit d'accord. Quand il est parti et que j'ai entendu la porte principale se fermer, je me suis levé, je suis allé aux toilettes, j'ai ouvert le robinet d'eau froide, et je me suis aspergé le visage d'eau à 2 mains. Je me suis regardé dans le miroir un instant. 53 ans, les cheveux plus gris que je ne me souvenais de les avoir vus la dernière fois que je m'étais regardé comme ça, avec une réelle attention, sans précipitation. L'après-midi a été longue. À 17h30, j'ai quitté le bureau en disant à la personne de l'administration que j'avais une réunion à l'extérieur. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Au bureau de Guillermo, il avait les documents étalés sur la table quand je suis arrivé. Il m'a fait signe de m'asseoir. Il s'est assis en face de moi, a pris la première feuille d'enregistrement, et l'a fait glisser vers moi. Le compte principal sur lequel les fonds ont été transférés est au nom d'une société instrumentale, enregistrée il y a 4 ans. L'administrateur officiel est un homme nommé Bernardo Casal Samur, qui a 61 ans. Et qui ces dernières années a agi comme homme de paille dans plusieurs processus que je connais de première main. Il a fait une pause. Mais il y a un deuxième compte, plus récent, ouvert il y a 16 mois. Et celui-là est au nom d'une autre personne. Il m'a tendu la deuxième feuille. Je l'ai lu. Marcos Valverde Delgado. Mon fils. Je n'ai rien dit pendant plusieurs secondes. Guillermo n'a rien dit non plus. C'était le genre de silence que les avocats expérimentés savent respecter, parce qu'ils ont appris que l'interrompre n'aide personne. Combien y a-t-il sur ce compte, ai-je finalement demandé. 16 400 €, transférés en 9 opérations au cours des 14 derniers mois. Guillermo s'est légèrement adossé. Ce que cela indique, d'un point de vue juridique, c'est que Marcos ne savait pas seulement ce que Ricardo faisait. Marcos a activement participé au montage. Il a reçu une part. 16 400 €. Mon fils, celui que j'ai placé au bureau parce que je le voulais près de moi. Celui qui a grandi dans une maison où j'ai tout payé, l'université, le premier appartement en colocation quand il a terminé ses études, la voiture de 3 ans que je lui ai achetée quand il a commencé à travailler. Celui qui s'était assis en face de moi à des dîners, où je parlais des valeurs du travail honnête, avec le malaise spécifique de quelqu'un qui écoute quelque chose qu'il sait ne pas respecter. J'ai quitté le bureau de Guillermo à 20h15, j'ai marché jusqu'à ma voiture. Je me suis assis, je n'ai pas démarré le moteur. Il y avait un point précis où j'avais échoué en tant que père, et c'était celui-ci, j'avais confondu pourvoir aux besoins et être présent.
J'avais pensé pendant des années que donner des choses suffisait, et ce n'était pas le cas. Ça ne l'avait jamais été. Et ce que Marcos avait fait n'en était pas une conséquence directe, car il y a des gens qui grandissent avec des manques et choisissent l'honnêteté, et il y a des gens qui grandissent avec tout et choisissent le contraire. Chacun est responsable de ses choix. Mais cela ne m'empêchait pas de sentir le poids des années d'absence, comme quelque chose que je ne pouvais pas simplement ignorer à ce moment-là. Ce que Marcos avait fait était un choix délibéré, maintenu pendant 14 mois. Ce n'était pas une erreur de jeunesse, ou un faux pas momentané. C'était une trahison calculée, par quelqu'un qui avait suffisamment de formation pour savoir exactement ce qu'il faisait, et qui l'a fait quand même. J'ai démarré la voiture, j'ai conduit jusqu'à la maison. Ce soir-là, Sonia n'était pas là. Elle m'a laissé un message disant qu'elle dînait dehors avec une amie. Je n'ai pas demandé qui. J'ai préparé quelque chose sans faim, je l'ai laissé à moitié manger dans l'assiette, et je suis allé au bureau à domicile. Il était 22h30 quand le téléphone a sonné. C'était Pilar, ma sœur. J'ai remarqué que tu agis bizarrement depuis des semaines, a-t-elle dit sans préambule, car Pilar n'avait pas l'habitude de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité. Je portais tout cela seul depuis des semaines, et il y avait quelque chose dans la voix de ma sœur, cette certitude directe qu'elle avait toujours eue, qui m'a fait baisser ma garde un instant. Les choses se compliquent, ai-je dit. Avec Sonia. Avec Sonia, et avec d'autres choses. Il y a eu une pause à l'autre bout. Andrés, je t'ai dit il y a 2 ans que quelque chose ne collait pas avec elle. Je ne te dis pas ça pour avoir raison, je te dis ça parce que si tu as besoin de parler à quelqu'un qui ne va pas te juger ou paniquer, je suis là. Je sais. Tu vas bien? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé l'enveloppe de Don Ernesto sur le bureau. J'ai pensé aux 87 000 €, aux 16 400 € de Marcos, à la lettre de l'avocat externe de Ricardo, aux 20 mois de messages sur une tablette que Sonia avait laissée ouverte par négligence, ou par la confiance de quelqu'un qui croit que l'autre ne regardera jamais. Je suis en train de m'en occuper, ai-je dit finalement. Pilar n'a pas insisté. Elle m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de l'appeler à tout moment. Nous avons raccroché. Je me suis adossé à la chaise de bureau, et j'ai fermé les yeux un instant. Juste un instant. De là, dans le silence de l'appartement vide, je me suis permis quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des semaines, ne rien retenir pendant quelques minutes, ne pas calculer, ne pas planifier, juste être. Et dans cet espace non gardé, est venu le souvenir non invité. Séville, il y a 12 ans. Sonia dans une robe bleu marine, dans un petit restaurant près de la Giralda, riant de quelque chose que j'avais dit sur le serveur qui tardait trop à apporter l'addition. Pas un rire de courtoisie, un rire sincère, un de ceux qui arrivent avant qu'on puisse décider de les laisser entrer. Je l'avais regardée à ce moment-là, en pensant qu'elle était la personne avec qui je voulais continuer à partager ces petits moments, pour le reste du temps qu'il me restait. Ce souvenir, et la réalité de cette nuit, existaient au sein du même homme de 53 ans, et ne s'annulaient pas mutuellement. Les deux étaient vrais. Et cette ambiguïté, loin de rendre tout plus facile, le rendait plus lourd, car il aurait été plus simple que ce ne soit qu'une trahison sans histoire, ou juste une histoire sans trahison. Mais la mémoire ne fonctionne pas par commodité, elle garde ce qu'elle garde, sans vous consulter. J'ai rouvert les yeux. Il était presque minuit. Le lendemain, Guillermo et moi devions prendre une décision sur le calendrier de la réorganisation de mes actifs. Si nous le faisions trop tôt, Ricardo pourrait détecter le mouvement par l'intermédiaire de Marcos. Si nous le faisions trop tard, nous risquions qu'il nous devance, avec un mécanisme qu'il avait déjà préparé. Je suis allé chercher de l'eau dans la cuisine. En passant dans le couloir, j'ai vu la veste de Sonia accrochée au porte-manteau. Elle était arrivée pendant que j'étais au téléphone avec Pilar, et était allée se coucher directement, sans passer par le bureau. Je suis resté à regarder la veste un instant. Puis j'ai pris le verre d'eau, et je suis retourné au bureau. Il y avait une dernière chose que Guillermo m'avait dite à la fin de la réunion de cet après-midi, presque comme un ajout, presque sans insistance, mais qui tourbillonnait quelque part dans ma tête depuis des heures, là où les choses se traitent sans qu'on le décide. Il m'a dit que le deuxième compte, celui de Marcos, avait un mouvement récent, un virement sortant de 4 000 €, effectué il y a exactement 11 jours. 11 jours, soit 2 jours avant que Marcos ne vienne à mon bureau après les heures de travail pour me parler du client ferré, et regarder ma mallette. 4 000 € qui étaient partis de ce compte,
vers une destination que Guillermo était encore en train de tracer. Et où ces 4000 € étaient-ils allés? C'était exactement la question qui ne me laisserait pas fermer les yeux cette nuit-là. Les 4000 € avaient fini sur le compte personnel de Ricardo Castellano. Guillermo me l'a confirmé un jeudi matin, assis en face de son bureau, avec cette expression de quelqu'un qui livre une pièce qui complète un puzzle déjà bien laid sans elle. Il me l'a dit lentement, comme il le faisait toujours avec les choses qui nécessitent que l'autre personne les assimile, avant de répondre. Marcos a viré 4000 € à Ricardo, 11 jours avant sa visite à votre bureau, a-t-il dit. Il n'y a aucun moyen d'interpréter cela comme étant fortuit. C'était un paiement pour quelque chose de spécifique. Pour des informations, ai-je dit. Guillermo a hoché la tête. C'est l'hypothèse la plus raisonnable. Ricardo avait besoin de savoir si vous commenciez à faire un mouvement. Marcos était sa source interne. Le paiement confirme que la relation entre eux n'était pas seulement de la connaissance, mais opérationnelle. Opérationnelle. Un mot technique pour décrire quelque chose qui, en termes humains, était bien plus simple, mon fils facturait mon associé pour m'espionner. J'ai quitté le bureau de Guillermo avec cette information, et j'ai conduit pendant 20 minutes sans but, avant de me garer dans une rue tranquille du quartier de Chamartin, et de rester assis, le moteur éteint. Ce n'était pas la plus grande révélation des dernières semaines. C'était, d'une certaine manière, celle qui avait le moins d'espace en moi pour être placée quelque part qui ait du sens. 3 jours plus tard, Don Ernesto m'a appelé. C'était la première fois qu'il m'appelait au téléphone, depuis le samedi où il s'était présenté à ma porte. Il a parlé à voix basse, avec cette cadence délibérée que je reconnaissais déjà comme sa façon de mesurer chaque mot, avant de le lâcher. « J'ai besoin de vous voir », a-t-il dit. « J'ai quelque chose de plus. » Je ne voulais pas le garder. Nous nous sommes rencontrés le même après-midi, dans une petite cafétéria du quartier de Retiro. Loin du bureau, loin de l'appartement, dans un endroit où ni Ricardo ni Marcos n'avaient de raison d'apparaître. Don Ernesto est arrivé avec son chapeau, et sans l'enveloppe cette fois, mais avec un fin dossier en carton bleu qu'il a laissé sur la table, entre les deux cafés. « C'est ce que je ne vous ai pas donné le premier jour », a-t-il dit. « J'avais besoin d'être sûr que vous alliez faire quelque chose avec ce que vous aviez déjà, avant de vous donner le reste. » J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, se trouvait de la correspondance, 4 pages imprimées, à en tête d'un cabinet d'avocats externes, appelé Vidal y Associado, basé à Barcelone. Les lettres étaient datées des 7 derniers mois, et étaient adressées à Ricardo Castellano, à son adresse personnelle, et non au bureau commun. Je les ai lues lentement. Le contenu était une stratégie détaillée, non pas pour une dissolution d'entreprise ordinaire, mais pour une dissolution forcée, basée sur ce que les documents appelaient une « rupture irréversible du lien de confiance entre associés ». Un argument qui, en termes juridiques espagnols, peut être utilisé pour demander la dissolution d'une société, quand l'un des associés peut démontrer que la relation est devenue invivable. Le mécanisme exigeait que Ricardo présente Andrés Valverde comme l'associé obstructionniste, comme l'élément qui bloquait la croissance de l'entreprise, comme quelqu'un avec qui il était impossible de gérer. Et la stratégie incluait, à la 3e page, une référence explicite aux éléments de pression disponibles dans la sphère personnelle de M. Valverde, qui pourraient être utilisés pour accélérer sa volonté de négocier des conditions favorables. Les éléments de pression dans la sphère personnelle. Sonia. La relation, la rupture conjugale, que Ricardo avait déjà calculée comme faisant partie du calendrier des opérations, ne s'était pas produite parce qu'il l'aimait. Ni même seulement parce qu'elle l'avait cherchée. Elle s'était produite, parce que c'était une pièce du plan. Une pièce qui était en place depuis 20 mois. J'ai levé les yeux des papiers, et j'ai regardé Don Ernesto. L'homme avait les coudes sur la table, et les mains jointes, avec cette immobilité lasse de quelqu'un qui a trop vu le même schéma, et qui n'est plus surpris, même si ça fait encore mal. « Comment avez-vous obtenu ça ?» lui ai-je demandé. « Parce que Ricardo garde des copies de tout, chez sa mère, a-t-il dit. Il a toujours fait ça, depuis qu'il est jeune. Une habitude héritée de moi, je suppose, bien qu'il l'utilise différemment. » Il a fait une pause. Sa mère est décédée il y a 8 mois. Je me suis occupé de vider la maison. J'ai trouvé ces lettres dans une boîte de documents, que Ricardo n'avait pas encore récupérées. Je les ai gardées. Ricardo sait que vous les avez. Non. Et il ne le sait pas, parce que quand je lui ai demandé s'il voulait que je lui garde la boîte, il a dit qu'il n'y avait rien d'important là-dedans, que je devais tout jeter. Don Ernesto a pris sa tasse.
Je suppose qu'à ce moment-là, ça ne lui semblait pas pertinent, ou il n'imaginait pas que je les lirais. J'ai mis les 4 pages dans ma mallette, avec le reste de la documentation. Dont Ernesto et moi avons fini nos cafés, sans beaucoup plus parler. Quand nous nous sommes levés pour partir, il m'a tendu la main, et je l'ai serrée. Sa main était froide, de cette froideur particulière des hommes âgés en automne. Ce que vous faites maintenant, a-t-il dit, sans encore lâcher ma main, vous le faites aussi pour moi. Et je veux que vous sachiez que je le sais. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. Ce qui a suivi, a été la semaine la plus technique et la plus froide de tout le processus. Guillermo et moi nous sommes réunis 3 fois en 4 jours. Nous avons réorganisé la structure de mes actifs personnels, conformément à ce que la législation espagnole permet de faire préventivement, avant qu'un processus judiciaire ouvert n'existe. Les participations sociales ont été blindées, par une modification statutaire que Guillermo a préparée, avec une rapidité qui n'était possible que parce qu'il connaissait le terrain. Mes comptes personnels ont été réorganisés. Tout actif sous ma propriété exclusive a été documenté et enregistré, de telle manière que toute tentative ultérieure de gel préventif devrait surmonter une couche d'argumentation juridique, qui ralentirait considérablement tout mouvement de Ricardo. Pendant que tout cela se passait, je continuais d'aller au bureau, de signer, de parler à Ricardo des clients de la semaine, de l'agenda du mois prochain, d'une formation que nous prévoyions de faire en janvier pour l'équipe. Je l'ai fait avec la même normalité que toujours, et avec l'effort spécifique de quelqu'un qui sait que la normalité, à ce moment-là, n'est pas de la passivité, mais le moyen le plus efficace de conserver le terrain. Il y a eu un moment qui a presque tout brisé. Un jeudi, à midi, Ricardo m'a invité à déjeuner. Nous le faisions de temps en temps, sans fréquence fixe, une de ces coutumes sociales gardées par inertie. J'ai dit oui, parce que dire non sans raison concrète aurait été un signe. Nous avons mangé dans un restaurant près du bureau, où nous allions habituellement. Pendant les 20 premières minutes, la conversation a porté sur le travail. Un gros client qui envisageait de prolonger le contrat, les perspectives pour le trimestre. Puis Ricardo a pris son verre de vin, et a dit, sur un ton légèrement différent, plus feutré, dit, « Tu vas bien ? Je te trouve un peu distant ces dernières semaines. » Je l'ai regardé. Il avait ce regard calibré d'inquiétude, celui qu'il utilisait quand il voulait que l'autre personne baisse sa garde, en croyant que celui qui pose la question est un ami. L'histoire avec Sonia, ai-je dit. Je l'ai dit naturellement, avec le juste poids de quelqu'un qui reconnaît une blessure, sans la dramatiser. Ce n'est pas facile à digérer que ton mariage se termine. Je suppose que ça se voit. Ricardo a hoché la tête, avec une lenteur qui était presque de la compassion. Bien sûr, c'est compréhensible. Une pause. Vous avez parlé ? Tu sais comment tout ça va se terminer ? Pas encore. Certaines choses doivent être réglées. Si tu as besoin de quoi que ce soit dans ce processus, a-t-il dit, quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Quoi que ce soit. Dit par l'homme qui avait créé la situation, qu'il proposait d'aider à gérer. J'ai répondu que je le garderais à l'esprit. J'ai changé de sujet, pour parler du client du trimestre. Ricardo a suivi la conversation sans résistance. Et j'ai passé le reste du déjeuner avec un calme qu'il était difficile de maintenir, mais que j'ai maintenu, car j'avais appris ces dernières semaines, que le calme, quand il est réel et pas seulement apparent, est l'outil le plus efficace qui existe, contre quelqu'un qui vous sous-estime. Le lundi suivant, j'ai appelé Guillermo pour confirmer que tout était prêt. Les actifs sont protégés, a-t-il dit. Le rapport d'expert est terminé. La documentation est organisée en 3 blocs, détournement de fonds, implication de Marcos, et la stratégie de dissolution forcée avec les lettres de Vidal y Associado. Il a fait une brève pause. Tu peux faire ton mouvement quand tu veux. Je peux faire mon mouvement quand je veux. J'ai raccroché. Je suis resté dans le bureau à domicile, à regarder le mur un instant. Pas avec doute, mais avec cette concentration particulière de quelqu'un sur le point de faire quelque chose d'irréversible, et qui voulait être sûr de savoir exactement ce qu'il faisait, et pourquoi. J'ai pris mon agenda. J'ai trouvé le lundi suivant. Je l'ai marqué. Salle de réunion, 9 heures. J'ai rappelé Guillermo pour confirmer sa présence. Il a dit qu'il serait là. Puis j'ai pensé à Ricardo le lendemain, au bureau, me saluant comme tous les matins, passant en revue l'agenda, parlant des clients, ignorant que le lundi suivant,
cette salle de réunion où nous avions assis des centaines de clients en 9 ans, allait avoir une configuration qu'il n'avait pas prévue. Ce que Ricardo ne savait pas encore, c'était ce que je savais, depuis cet après-midi à la cafétéria de Retiro, que Don Ernesto serait disponible pour témoigner, si le processus arrivait au tribunal. Qu'un homme de 78 ans, le père de Ricardo, était prêt à s'asseoir devant un juge, et à raconter ce que son fils lui avait fait, et ce qu'il avait trouvé dans cette boîte de documents. Et que cela, plus que n'importe quel relevé bancaire, plus que n'importe quel rapport d'expert, était ce qui rendait la position de Ricardo dans cette pièce, le lundi, exactement ce dont j'avais besoin qu'elle soit. Je n'avais rien dit à Marcos, pas encore. Ça viendrait plus tard, avec son propre poids, et son propre temps. Mais avant que ce moment n'arrive, il y avait quelque chose que je voulais résoudre cette nuit-là. Quelque chose que Guillermo avait mentionné presque en passant, lors de la dernière réunion, et que j'avais mentalement classé, pour le traiter quand ma tête serait plus claire. L'avocat externe de Ricardo, le cabinet Vidal y Associado de Barcelone, avait enregistré une nouvelle requête dans le système collégial il y a 3 semaines. Une requête relative aux procédures d'évaluation forcée des parts sociales, en cas de rupture entre associés. Il y a 3 semaines. Exactement quand Marcos avait commencé à venir au bureau après les heures de travail, et à regarder ce qu'il ne devait pas regarder. Ce que cela signifiait, c'est que Ricardo avait déjà franchi l'étape suivante dans son propre calendrier. Que le mouvement que je préparais pour le lundi, n'arrivait pas trop tôt. Il arrivait dans la marge exacte, où il était encore possible d'arriver. Et c'est ce qui m'a tenu éveillé cette nuit-là. Pas la peur, mais la certitude que le lundi matin, allait être la différence entre résoudre cela selon les termes que j'avais construits pendant des semaines, ou perdre l'initiative, face à quelqu'un qui planifiait depuis bien plus longtemps que moi. Les 3 dossiers étaient sur la table de réunion, à 8h45 le lundi. Je les ai placés moi-même, dans l'ordre, numérotés avec une étiquette adhésive sur le bord supérieur droit. 1, 2, 3. La pièce sentait le café frais, car j'avais demandé à l'administration de le préparer avant que quiconque n'arrive. 2 tasses, 2 verres d'eau. Rien d'autre sur la table, à l'exception des 3 dossiers, et de l'enveloppe en papier craft de Don Ernesto, ouverte, avec son contenu réparti à l'intérieur du dossier numéro 3. Guillermo est arrivé à 8h50. Il est entré sans un bruit, a posé sa mallette sur la chaise latérale, et a regardé la table avec cette expression professionnelle, qui reconnaît quand quelque chose est bien préparé, et n'a pas besoin d'être dit. Il s'est servi un café, s'est assis. Nous n'avons pas parlé. À 9h précises, la porte s'est ouverte, et Ricardo est entré. Il portait le même type de costume que toujours, gris foncé, cravate discrète. Cette apparence d'homme ordonné, qui avait été sa présentation la plus efficace pendant 9 ans. Il a vu Guillermo, et son pas s'est arrêté une fraction de seconde, si bref que quelqu'un qui ne le connaissait pas bien ne l'aurait pas remarqué. Je l'ai remarqué. « Bonjour », a-t-il dit. Sa voix était normale, complètement contrôlée. Je ne savais pas que nous avions une réunion avec des conseillers externes. « Assieds-toi, Ricardo », ai-je dit. Je ne l'ai pas dit durement. Je l'ai dit avec la même cadence avec laquelle j'aurais dit n'importe quoi, dans n'importe quelle réunion, au cours des 9 dernières années. J'ai désigné la chaise en face de moi. Ricardo a regardé Guillermo une fois de plus, puis il m'a regardé, et s'est assis. Je lui ai offert un café, il l'a accepté. Je l'ai préparé moi-même, calmement, sans me presser, car j'avais appris ces dernières semaines, que le rythme de ce qui allait se passer, était contrôlé par celui qui n'avait rien à cacher. Et dans cette pièce, ce lundi matin, c'était moi. J'ai posé la tasse devant lui, je me suis assis, j'ai pris le premier dossier, et je l'ai ouvert. Je vais te montrer certaines choses, ai-je dit. Je ne te demande pas de répondre pour l'instant, je te demande de les regarder. J'ai fait glisser les premiers documents vers lui. C'étaient les relevés des comptes intermédiaires, avec les virements marqués par ordre chronologique, avec les noms des sociétés instrumentales identifiées, ainsi que leur numéro d'enregistrement, leur historique commercial vérifié. Ricardo les a pris, les a regardés. Son expression n'a pas changé de manière notable, mais ses mains, que j'observais sans en avoir l'air, ont légèrement resserré leur prise sur le bord des pages. 34 opérations, ai-je dit. Sur 3 ans. 87 000 €. Silence. Ce sont des paiements à des prestataires de services auxiliaires, a finalement dit Ricardo. Son ton était modéré, presque professionnel,
comme s'il expliquait quelque chose à un client qui ne comprenait pas un poste comptable. Ils sont justifiés par une facture. Les factures sont émises par des sociétés écrans, sans activité réelle vérifiable, a dit Guillermo sur le côté, avec cette précision de quelqu'un qui a préparé cette réponse à l'avance. Le rapport d'expert que nous avons préparé le détail. N'importe quel expert comptable arriverait à la même conclusion. Ricardo a regardé Guillermo, puis moi. Quelque chose dans son expression a commencé à changer. Pas soudainement, mais de la manière dont les choses changent, quand quelqu'un commence à calculer à quel point l'autre en sait, et découvre que la réponse est plus que ce qu'il avait estimé. J'ai fermé le premier dossier, j'ai ouvert le deuxième. Ceci est ce qui correspond à Marcos, ai-je dit. Je l'ai dit sans quitter Ricardo des yeux. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction visible. Ce n'était pas de la panique, c'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance, qu'une pièce de l'échiquier qu'il croyait sûre, venait d'apparaître du côté opposé. Je lui ai montré les mouvements du compte de Marcos. Les 9 virements reçus du compte instrumental, le virement sortant de 4 000 € vers le compte personnel de Ricardo, 11 jours avant que Marcos ne vienne à mon bureau après les heures de travail. C'est ce que tu lui as payé, pour les informations qu'il t'a données sur mes mouvements au bureau, ai-je dit. Ricardo a laissé les feuilles sur la table, s'est légèrement adossé à sa chaise, a croisé les bras. C'était le geste de quelqu'un qui décide de changer de position, parce que la première ne lui sert plus. Andrés, a-t-il dit, sur un ton différent, maintenant plus bas, plus direct. Cela peut se régler différemment. Il n'est pas nécessaire que ça aille au tribunal. Je n'ai pas fini, ai-je dit. J'ai fermé le deuxième dossier, j'ai ouvert le troisième. À l'intérieur, se trouvait la correspondance avec Vidal y Associado. Les 4 lettres. Et au-dessus de tout, le contenu de l'enveloppe de Don Ernesto. Les documents du schéma précédent, celui que Ricardo avait exécuté avec son propre père, 4 ans auparavant. Ricardo a vu l'entête de l'enveloppe, et pour la première fois dans cette réunion, son sang-froid a eu une vraie fissure. Ce n'était pas un grand geste, c'était la façon dont ses yeux se sont attardés sur ce papier, et ont mis une seconde de plus que la normale, à me regarder à nouveau. Ton père est venu me voir le samedi matin, ai-je dit. Le samedi après que Sonia soit partie. Avec une enveloppe sous le bras. J'ai fait une pause. Il m'a dit ce que tu lui as fait. Et il m'a donné ce dont j'avais besoin pour comprendre ce que tu préparais pour moi. Le silence qui a suivi était d'une qualité différente. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va dire. C'était le silence de quelqu'un qui recalcule, depuis le début. La stratégie de Vidal y Associado est documentée, a poursuivi Guillermo sur le côté, avec le même calme technique qu'auparavant. La référence explicite aux éléments de pression dans la sphère personnelle de M. Valverde est en fait une pièce particulièrement pertinente pour le processus. Elle établit la préméditation. Elle établit que la relation avec Madame Delgado n'était pas circonstancielle, mais faisait partie d'un plan coordonné. Guillermo a ouvert sa propre mallette, et en a sorti un document de plusieurs pages. C'est l'accord de dissolution que nous avons préparé. Nous vous donnons jusqu'à vendredi pour le signer. Dedans, vous assumez l'entière responsabilité des détournements, vous vous engagez à la restitution des 87 000 € dans les 90 jours, et vous renoncez à toute action contre l'entreprise. Ou contre M. Valverde. En échange, nous ne déposons pas de plainte pénale. Ricardo n'a pas pris le document immédiatement. Il a regardé la table, les 3 dossiers ouverts devant lui, l'enveloppe de son père. Puis il a dit, d'une voix qui avait perdu toute la modulation contrôlée des premières minutes, « Depuis combien de temps prépares-tu ça ?» Assez longtemps, ai-je répondu. Je n'ai rien dit d'autre, je n'avais pas besoin de rien dire d'autre. Ricardo a pris le document, l'a parcouru lentement, page par page. Guillermo a expliqué les termes avec précision, pendant que je regardais par la fenêtre de la salle de réunion, le bout de rue visible de là. La même vieille rue, Madrid, un lundi matin, avec son rythme habituel, complètement inconsciente de ce qui se passait dans cette salle. La réunion s'est terminée 40 minutes plus tard. Ricardo est parti avec le document sous le bras, et avec l'instruction de Guillermo que toute communication à partir de ce moment, se ferait par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Guillermo a ramassé ses papiers en silence. Il m'a regardé. Il signera, a-t-il dit. Juste ça. Le même lundi, à 11 h du matin,
l'avocat que j'avais désigné pour la procédure de divorce a notifié les documents officiels à Sonia. Le régime que nous avions convenu avec Guillermo était la séparation totale des biens, ce qui, en termes pratiques, signifiait que Sonia n'avait droit à aucune part dans l'entreprise, les actifs professionnels, ou toute propriété uniquement à mon nom. Ce que nous avions construit ensemble pendant le mariage serait divisé selon la loi. Ce que j'avais construit avant, et ce qui appartenait à l'entreprise, était en dehors de toute réclamation possible. L'attente financière que le plan de Ricardo avait promise à Sonia, si cette attente avait fait partie de leur accord, s'est évaporée ce lundi-là à 11 h du matin, sans que Sonia ne puisse rien y faire. Ce mercredi, Marcos est apparu au bureau à 10 h du matin. Il n'avait pas de réunion prévue. Il est venu directement à mon bureau, a frappé une fois, et est entré. Il avait l'expression de quelqu'un qui savait que quelque chose avait changé, et qui était venu vérifier à quel point. Je l'ai laissé s'asseoir, je l'ai laissé parler. Il a parlé pendant 7 minutes. Il a dit qu'il était désolé, qu'il s'était laissé emporter par quelque chose qu'il n'aurait pas dû accepter. Il a dit que Ricardo l'avait convaincu que ce qu'il faisait ne nuisait vraiment à personne, que c'était une question de réorganisation d'entreprise, qu'il n'avait fourni que quelques informations à l'occasion. Il a dit qu'il comprenait si j'étais en colère. J'ai tout écouté, sans l'interrompre, sans changer d'expression. Quand il a eu fini, je me suis levé, je me suis approché de lui, et je lui ai tendu la main. Pas comme une accolade, pas comme une réconciliation, mais comme le geste formel de deux personnes qui clôturent quelque chose. Marcos l'a regardé un moment avant de la serrer, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce que ce geste signifiait. Je lui ai dit que l'enveloppe avec les conditions était à la réception. Que son contrat au cabinet prendrait fin dans 30 jours, avec la liquidation correspondante selon la loi. Que le virement mensuel de 600 € que je lui faisais depuis la fin de ses études était annulé à la même date. Pas de prolongation, pas de révision. Je l'ai dit sans colère, sans le tranchant qu'il aurait eu si je l'avais dit à un autre moment. Je l'ai dit avec la froideur spécifique de quelqu'un qui avait eu des semaines pour arriver à ce point, et qui n'avait plus besoin d'aucune émotion pour le soutenir. Marcos a hoché la tête, a pris sa veste. À la porte, il s'est arrêté un instant, le dos tourné vers moi, sans se retourner. Y a-t-il une possibilité qu'avec le temps, ça change, a-t-il dit. Je ne sais pas, ai-je répondu. Et c'était la vérité. Je ne savais pas. Il est parti. J'ai fermé la porte. J'étais seul dans le bureau. J'ai pris l'enveloppe de Don Ernesto, que j'avais apportée ce matin du tiroir du bureau à la maison, et qui était restée sur ma table pendant toute la réunion avec Ricardo. Je l'ai tenue un instant. La même enveloppe qui était apparue dans mon salon, un samedi à 7 h du matin, entre les mains d'un vieil homme avec un chapeau, qui n'avait aucune obligation de venir, et qui est venu quand même. Je l'ai mise dans le tiroir du bureau, soigneusement, comme on range quelque chose qui a son propre poids. Ricardo a signé l'accord le vendredi, 1 heure avant la date limite, par l'intermédiaire de son avocat, sans demander de modification. La restitution des 87 000 € a été programmée en 3 paiements sur 90 jours. La dissolution de l'entreprise commencerait de manière ordonnée, comme convenu. Je gardais le portefeuille de clients que j'avais construit, la réputation que j'avais mis 30 ans à bâtir, et l'entreprise qui, à partir de ce moment, était de nouveau la mienne, et seulement la mienne. Ce soir-là, j'ai appelé Pilar. Je lui ai raconté l'essentiel. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui était sa façon de me dire qu'elle était pleinement là. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. J'ai réfléchi à la réponse avant de la donner. Pas la réponse facile, mais la vraie. Je suis entier, ai-je dit. Mais je ne suis pas le même qu'avant. Pilar n'a pas dit qu'elle comprenait. Elle a juste dit, bien. C'est honnête. Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans le bureau à domicile, en silence. Ce n'était pas le calme de quelqu'un qui a gagné et qui célèbre. C'était quelque chose de plus proche de l'immobilité de quelqu'un, qui a traversé quelque chose de difficile, et qui est maintenant de l'autre côté, regardant en arrière avec assez de distance pour voir la taille de ce que c'était, sans le minimiser ni le magnifier. Certaines choses ne reviennent pas. 22 ans de mariage ne se traitent pas en semaines. La distance avec un fil ne se comble pas avec une conversation, ni ne se résout avec une enveloppe à la réception. Ce sont les pertes qu'une victoire juridique ne rembourse pas. Et quiconque dit le contraire n'a pas vraiment traversé quelque chose qui lui a vraiment coûté quelque chose. Ce que j'ai, c'est ceci, la clarté d'avoir agi avec rigueur,
quand il aurait été plus facile d'agir avec colère. La certitude que 30 ans de travail honnête ne sont pas anéantis, parce que quelqu'un a décidé de profiter de la confiance que ce travail génère. Et la leçon, apprise trop tard pour certains moments, et juste à temps pour d'autres, que la loyauté n'est pas un trait de caractère que les gens ont ou n'ont pas. C'est une décision que chaque personne prend, chaque jour. Même les gens que vous avez aidés à construire. L'enveloppe de Don Ernesto est dans le tiroir de mon bureau. Je l'ai laissée là, fermée, comme un rappel de quelque chose que je ne veux pas oublier. Que parfois, la personne qui vous sauve arrive un samedi inattendu, à 7 heures du matin, avec un chapeau et sans prévenir, portant la honte de quelque chose que son propre fils a fait. Et que cette personne mérite, que ce qu'elle a apporté dans cette enveloppe, ait servi à quelque chose.